Face cachée, épisode 7, en direct de Abiscons, les burgers gourmets de Grenoble. Aujourd'hui, on reçoit un avocat pénaliste de renom, Maître Bernard Ripper, un ancien de la vieille école. Suivez-nous, ça va être palpitant aujourd'hui. Hello la Green Family, comme je vous disais en préambule, Face cachée, épisode 7. Aujourd'hui, nous recevons l'avocat pénaliste Bernard Ripper. Maître Ripper, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Eh bien, bonjour. Et c'était une invitation sympathique, donc j'ai tout à fait naturellement accepté. Maître Ripper, parlez-nous un peu de vous. Je me suis orienté vers cette profession d'avocat, mais c'était plutôt par hasard, par défaut, et pas par passion ni par conviction. Vous vous êtes orienté vers cette profession par défaut, mais au final, vous êtes devenu un des plus grands pénalistes qu'il y a à Grenoble et un pénaliste reconnu au niveau national, au niveau français. Qu'est-ce qui a fait qu'au fil du temps, vous ayez acquis cette réputation de grand avocat pénaliste, de grand orateur surtout, parce que vous êtes un grand orateur? J'étais un militant d'extrême gauche à l'époque et très engagé politiquement. De ce fait, du fait de mon engagement, de mes convictions, peu de professions me paraissaient accessibles avec ma licence de droit. Je me suis maintenu dans cette situation et dans cette profession et j'ai forcé l'ouverture de ces portes au départ en étant avocat mais en n'ayant aucun stage. Comme c'est toujours le cas partout, il y avait à Grenoble 4 à 5 avocats pénalistes connus, réputés et qui avaient la plupart des affaires, notamment les affaires les plus importantes. Il fallait donc essayer progressivement, méticuleusement, de se faire sa place à ce niveau-là. On va parler d'action directe. Ça, c'est ce qui a peut-être valu votre célébrité. C'est ça qui vous a fait un peu sortir, pas de l'ombre, mais qui vous a mis un peu en avant. Il faut savoir qu'Action Directe, c'était un groupuscule d'extrême gauche, classé groupe terroriste en France, qui avait certaines revendications sur... il va nous expliquer un peu plus les revendications, parce que moi, pour moi, c'était un peu flou. J'étais trop petit, voire même j'étais pas né des fois, parce que ça date vraiment d'il y a longtemps. Donc, Maître Ripper va nous expliquer. Action Directe, c'était quoi exactement? Oui, je risque de vous décevoir à ce niveau-là, parce que je ne pense pas que c'est ma défense des militants d'Action Directe qui a contribué à forger ma réputation. Mais personne ne voulait les défendre à l'époque. Je pense au contraire que beaucoup, et notamment au niveau des médias et même de mes confrères, ont cherché à se saisir de cet engagement et de cette défense pour me nuire. Chaque fois que la presse m'évoque en précisant que je suis l'avocat historique d'Action Directe, c'est pour me nuire, parce que dans l'esprit commun et dans l'esprit que veut répondre la presse et le pouvoir politique, l'avocat des terroristes est un terroriste lui-même, il ne peut pas en être autrement. Comment vous voyez les choses au niveau de la justice actuelle en France? La justice a toujours été pour moi, comment dire, une escroquerie légale. Aujourd'hui, le seul mot que je trouve pour la qualifier, c'est une grosse merde. La justice n'a rien été d'autre que cela tout au long de ma carrière. Je l'ai moi-même subi personnellement. Pas trop pour mes clients, parce que ces magistrats n'ont jamais réussi à faire payer à mes clients mon audace et ma compétence. Mais si vous ouvrez les yeux, si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous pourrez facilement vous apercevoir que rien ne va dans la justice française. Rien ne va. Aujourd'hui, on nous parle de cette pauvre gamine qui a été violée, assassinée par un abruti sans doute malade, dont la justice avait eu le devoir de l'arrêter et de lui interdire de poursuivre ses méfaits. Vous les entendez tous se dire « Ah oui, il y a peut-être eu des erreurs, des manquements, des insuffisances, on va faire une enquête, on va vérifier tout cela. »
Et puis on ne fera rien du tout et ça continuera. Et oui, j'en ai beaucoup contre eux, contre ces magistrats. Et c'est pour cela que la justice en France fonctionne aussi mal. C'est pour cela que c'est une grosse merde. Quand je te disais, Alan, que tu allais avoir un orateur et un puits de savoir, tu vois, tu as capté un peu? Moi, je le rejoins sur pas mal de choses. C'est vrai que la justice en France, l'affaire de la petite Kiala, la petite Liana, pour la citer, c'est un scandale. On a un mec qui a été... Il y a eu plusieurs signalements. Il y a une enquête sur lui, qui est en liberté totale et qui arrive à faire ce qu'il a fait là, à cette petite paix à son âme. Et aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle au niveau de la justice. Tout le monde se renvoie la balle. Mais des cas comme ça, c'est pas des cas isolés. Il y en a, et malheureusement, il va y en avoir encore. Il a raison. Parce qu'aujourd'hui, la justice en France, j'ai pas les mots pour la décrire tellement je vais pas aller parler comme ça. Je peux pas, moi. Mais il a raison, la justice en France, ça va pas. Il y a un problème. Les prisons, elles sont surpeuplées. Les tribunaux, ils sont bondés. Il y a des gens qui sont en prison qui ne devraient pas être en prison. Il y a des gens qui sont dehors qui ne devraient pas être dehors. Où on va? Où on va? La violence qu'il y a dans cette ville. La violence qu'il y a dans cette ville, c'est pas normal. La violence qu'il y a en France, c'est pas normal. Match de foot, ça casse. On stigmatise toujours les mêmes communautés, alors que quand tu regardes, en fait, c'est même pas une histoire de communauté. Il y a toutes les couleurs de toutes les communautés. Et en fait, la justice, ils sont dépassés en France. Et ils veulent pas le reconnaître. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics font exprès de laisser tout ça? Bien sûr que les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques, les juges et les policiers le font volontairement. C'est une sous-population dont ils ne veulent pas s'occuper. Dans la mesure où elle s'élimine par elle-même, elle dépérit, cela ne les dérange pas, ou pas plus que cela. Donc cela les indiffère que les jeunes des quartiers s'entretuent entre eux pour se ménager des places au niveau du trafic de stupéfiants. J'aimerais qu'on revienne sur l'épisode fâcheux de l'internement. Ils voyaient que je tenais toujours debout, que j'étais toujours capable d'être actif, d'être virulent. Alors le procureur a décidé de me poursuivre pénalement. Et un beau matin du mois de mai 2016, 4 policiers et 2 gendarmes sont venus m'arrêter violemment, brutalement, dans ma chambre. M'ont mis des menottes, me plaqué au sol, mis les menottes dans le dos et conduit à l'hôtel de police de Grenoble. À l'hôtel de police, la policière qui m'entendait me dit « Bon, bah, écoutez, il y en a pour 5 minutes parce que moi, je vois pas ce qu'on vous reproche. Je ne comprends pas quelles sont les infractions qu'on veut vous reprocher. Je vais vous entendre et puis vous pourrez partir après. » Entre-temps, j'ai reçu la visite d'un médecin qui a constaté que mon état de santé n'était pas compatible avec la détention, avec la garde à vue, pardon. Et il a prescrit mon hospitalisation. On m'a donc conduit à l'hôpital pour que ma garde à vue se poursuive à l'hôpital. Il n'avait rien à me reprocher. Je n'avais commis aucune infraction, mais ils inventaient des infractions dont personne ne savait comment elles étaient qualifiées pénalement. Ils ont réussi à circonvenir une jeune psychiatre de l'hôpital de la Tronche pour qu'elle accepte de signer un certificat d'internement d'office. Fort de ce certificat, le préfet de Grenoble, de l'Isère, en coordination avec eux tous, a pris le jour même un arrêté d'internement d'office. Il prétendait que j'étais dangereux pour moi et pour les autres. Mon épouse et des amis sont venus me chercher à la sortie de l'hôpital, et c'est là, je pense que vous-même, vous allez être stupéfait par la suite. L'affaire ne s'arrête pas là. Mon épouse reçoit un appel téléphonique de notre voisine qui l'informe qu'elle a surpris des individus cagoulés chez moi, qu'elle a crié ce qui les a mis en fuite, qu'elle a prévenu la gendarmerie, que les gendarmes sont là et qu'ils m'attendent.
J'arrive donc à mon domicile et 3 gendarmes étaient là, effectivement, et mon domicile avait été défoncé, la porte d'entrée avait été défoncée et mon domicile mis à sac. Pendant que mon épouse était venue me chercher à l'hôpital, du fait de son absence pour ce motif-là, se sont introduits chez moi pour m'intimider et ont foutu mon appartement sans dessus, ont tout saccagé. Et j'ai la preuve que ces individus n'étaient pas venus pour voler, parce que rien de ce qui est de valeur chez moi, des ordinateurs, des appareils photo et même de l'argent liquide, n'avait disparu. Ils avaient emporté que quelques pièces et billets de collection que j'avais chez moi, mais le lendemain, ma sœur me rendant visite a retrouvé plus de la moitié de ce qu'ils avaient emporté, jeté dans un champ d'ortie le long du chemin et qui mène à ma maison. Écoutez, Maître Ripert, ça a été très instructif pour nous tous. On en a appris beaucoup sur vous. On a appris des choses qu'on ne savait pas aussi. Et j'ai eu votre regard sur la chose d'aujourd'hui. C'était important qu'une personne de votre calibre et avec votre vécu puissiez nous expliquer un peu les méandres et parfois le côté sombre de la justice française. En tout cas, Monsieur Ripert, merci à vous de vous être déplacé. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de Face Cachée. C'est très fort. C'est très très fort, il a raison. En tout cas, Maître Ripert, je vous souhaite une longue vie. Je suis déjà vieux. Vous êtes déjà vieux, mais je vous souhaite quand même une longue vie. Merci. Et ça fait plaisir d'entendre des gens qui disent les choses franchement, sans filtre. On aime ça, nous, dans Face Cachée. Face Cachée, Green Radio, Alan, Abiscons, à la prochaine.